Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai cette semaine le plaisir d'accueillir Julien Palabert, négociateur professionnel. Julien nous partage ici des clés pour manager en période d'incertitude, comment, entre autres, recréer du lien, ouvrir le champ des possibles et préparer demain. Je ne vous en dis pas plus et vous propose de l'écouter. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. Donc, merci de me rejoindre sur le podcast L'entreprise de demain. Julien, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Bien sûr. Donc, je m'appelle Julien Palabert, je suis le fondateur de l'Institut NERA, l'Institut de négociation de recherche appliquée. Pour présenter très rapidement mon parcours, moi je suis un pur produit de l'entreprise. Puisque j'ai travaillé 10 ans en cabinet de conseil, société d'édition de logiciels sur des fonctions qui étaient purement commerciales et managériales, donc avec des centres de profit sous ma responsabilité. Et puis j'étais tellement passionné par ce sujet qui était la négociation, la prise de décision au sein d'un collectif que j'ai repris mes études. Donc j'ai passé 4 années dans un laboratoire de recherche à étudier des négociations qui étaient menées par d'autres personnes et dans des environnements assez différents et complexes. Suite à ça, j'ai passé un doctorat sur le thème de la négociation et maintenant depuis 2010, en plus de l'Institut NERA, j'enseigne la négociation à la Sorbonne, à HEC, à l'ENA et à Sciences Po Paris. Voilà. Et puis on a un prisme de clients assez différent puisque ça passe par la première entreprise du CAC 40 qui est spécialisée dans le pétrole. On a des clients dans le secteur bancaire, on a des avocats, on a des directions achats, des directions commerciales. On forme aussi des médecins et des neurologues à la négociation. On a partagé notre travail avec la police, avec la gendarmerie. Voilà. On n'a pas forcément l'expertise métier de nos clients. Nous, notre expertise, elle se situe réellement sur la façon dont le cerveau est amené à prendre des décisions et comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une décision la plus favorable pour nous. En tout cas, que vous négociez, Delphine, avec le directeur des achats d'une entreprise du CAC 40, avec conjointe, avec vos enfants ou avec un forcené, la prise de décision se passe exactement par les mêmes leviers au niveau du cerveau et c'est ça qu'on apporte comme regard à nos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Peut-être après on va rentrer dans d'autres sujets, mais sur ce qui se passe dans notre cerveau par rapport à la prise de décision. D'une certaine manière, quand on est confronté à un choix, le cerveau est très égoïste, c'est-à-dire qu'il va prendre des choix qui lui servent. On a 2 leviers qu'on retrouve énormément, qui sont la volonté d'obtenir plus ou d'éviter une perte. Et donc nous, ce qu'on va venir ramener dans nos négociations, c'est d'une certaine manière d'expliquer à l'autre qu'il a tout intérêt à négocier avec nous parce qu'on est en capacité de solutionner son problème, c'est-à-dire de lui permettre d'obtenir plus ou d'éviter une perte à l'issue de la négociation. Mais le plus gros pouvoir qu'on a en tant que négociateur, mais qui est aussi en tant que leader, chef d'entreprise, c'est pas tant le pouvoir qui est hiérarchique, qui peut être statutaire, institutionnel, qui peut être la capacité à gérer le temps, à gérer l'information, à menacer le rapport de force. Non, c'est loin d'être tout ça. En fait, notre plus gros pouvoir, quand on est en interaction avec d'autres personnes, c'est tout simplement notre capacité à solutionner le problème de l'autre. Et si on a cet état d'esprit à se dire, voilà, comment est-ce que je solutionne le problème de l'autre, et à partir de ce moment-là, je peux prendre ce que je souhaite, et ça permet d'avoir des échanges quand même qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus agréables, et qui vont amener davantage de performance au sein d'un collectif. Parce que nous, notre métier, il est d'apporter de la performance économique à nos clients, mais à travers ce prisme qui est la performance sociale. D'accord. Effectivement, c'est intéressant. Ça ressemble en fait à une posture d'écoute active. On va plutôt chercher à comprendre que convaincre quelque part.
Oui, oui, complètement. Convaincre, c'est dans l'inconscient collectif, hein, on a une volonté de convaincre. Il y a une notion de dualité quand même. Convaincre, c'est vaincre. Con, c'est un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. C'est-à-dire, si j'essaie de vous convaincre de quelque chose, Delphine, c'est que je vous explique à quel point vous avez tort et à quel point moi j'ai raison. Et je sais comment va fonctionner votre cerveau à ce moment-là. C'est que vous allez m'écouter non pas pour comprendre mon propos, mais pour répondre. C'est-à-dire que vous aurez une petite voix derrière la tête, Delphine, qui vous dira, attends 2 secondes de finir ta phrase, Julien, et je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes complètement et pourquoi moi j'ai raison. On pourrait parler de certains sujets qui peuvent être par exemple très divergents comme la politique ou la religion. On pourrait en parler des heures, j'arriverai pas à vous convaincre de quelque chose, ça n'a pas de sens. Il faut sortir de cette notion de dualité pour déjà essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Et donc effectivement, l'écoute active et les travaux de Carl Rogers sont une excellente manière d'aborder le sujet pour déjà comprendre l'environnement. Et dans ce référentiel, dans cette perception que vous avez de la réalité, qui est votre réalité chez vous, comment est-ce qu'on peut travailler? Et alors du coup, Julien, j'avais envie à partir de tout ça, vous poser une question en fait qui me paraît assez à propos aujourd'hui. C'était de discuter avec vous un petit peu des clés du leadership dans une période de totale incertitude. Mm-hmm. Alors que le leader, en fait, il est attendu par ses collaborateurs, par les actionnaires, les investisseurs de son entreprise. Ils attendent qu'il ait une vision forte, presque rassurante, alors qu'il sait pas du tout loin de là où est-ce qu'il va et où est-ce qu'on va globalement en ce moment. On attend qu'il décide, on attend qu'il fixe des objectifs clairs. Et en même temps, il doit maintenir un climat propice à l'innovation, au fait que les gens se sentent bien au travail, etc. Donc pour vous, ça serait quoi les clés que vous pourriez partager sur ce sujet? Déjà, il faut comprendre que l'incertitude, elle est présente partout, elle est omniprésente. Et c'est pour ça que pour nous, la négociation, c'est un système qui peut être compliqué à appréhender, mais c'est surtout complexe. C'est quoi complexe? À la différence de compliqué, c'est que vous évoluez dans un environnement où il y a de l'incertitude, où il y a des facteurs exogènes qui vont impacter vos prises de décision. Et c'est totalement le rôle du manager, c'est qu'il ne sait pas de quoi demain est fait. Et chaque négociation ou chaque groupe ou chaque acte de management est unique. Unicité de temps, de lieu, d'action et de personne. Donc penser que ce qui a fonctionné hier va fonctionner déjà aujourd'hui, ça serait prendre le risque de se tromper. Ça, c'est la première chose. Et nous, on aborde cette notion de management, de leadership à travers l'outil qu'est la négociation. Parce que en fait, c'est quoi une définition simple de la négociation? C'est pas juste acheter ou vendre. C'est un mode de décision partagé avec d'autres personnes qui ont la capacité de vous dire non. Et donc, en fait, on voit comment est-ce qu'on peut l'appliquer au leadership. C'est comment est-ce que je fédère un groupe, un collectif, derrière une vision, effectivement, alors que ce collectif peut nous dire non. Ça a du sens jusque-là? Tout à fait. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour diriger dans cette période d'incertitude? Effectivement, j'aime bien, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, c'était un point de vue de Bernard Anselm qui est médecin. Il disait il y a 3 choses qui sont importantes quand on est sur une période de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui. Ça commence par 3 A, donc c'est plutôt simple à retenir, mais c'est d'aimer, agir et apprendre. Cette notion d'aimer, c'est comment est-ce que je recrée du lien déjà au sein de mon collectif. Comment est-ce que je fais preuve d'empathie, comment est-ce que j'utilise le temps qui m'est à disposition pour, malgré la distancialisation, malgré le fait qu'on soit par écran partagé, comment est-ce que je recrée du lien au sens vraiment le plus pur, le plus noble possible entre les équipes. Après, agir. Eh ben ça va être d'encadrer mon collectif tout en leur laissant une marge de manœuvre, un champ des possibles dans lequel évoluer. Je pense qu'il faut comprendre, c'est que le leader, c'est pas un musicien. Le leader dans une entreprise, c'est le chef d'orchestre. Donc, c'est pas forcément celui qui doit faire les choses, c'est celui qui doit coordonner, qui doit régler le battement du collectif. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il va y avoir des règles qu'on va proposer. Il doit partager une vision. Et là-dessus, il va y avoir des experts, donc c'est le middle management ou les opérationnels qui sont là vraiment pour apporter toute leur expertise et dire ça a du sens, ça a moins de sens, ou comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça. En tout cas,
il faut pas que le leader ou le chef impose euh, cette façon de travailler, surtout dans ces moments-là au sein d'un collectif, parce qu'il y a trois risques. Euh, le premier, enfin trois risques qui sont au niveau du cerveau, hein. C'est-à-dire que vous aurez trois réactions qui seront plus ou moins intuitives chez les collaborateurs, qui sont attaquer, fuir, céder. Comment est-ce que ça va se mettre en exergue au sein d'un collectif? Eh ben, si je suis un leader qui impose mon point de vue pour le reste de mon équipe, premier réflexe, c'est que je vais avoir des gens qui vont contre-attaquer, des gens qui vont me dire qu'ils sont pas d'accord, des gens qui vont générer une forme d'agressivité qui peut être latente ou un peu plus présente, mais qui vont vouloir s'opposer. Et plus je vais amener du pouvoir, et plus ils vont vouloir s'opposer de leur côté. Et ça risque de générer au sein d'un collectif des tensions, des divergences, en tout cas rien de très productif. Et puis au fur et à mesure que le leader a imposé son point de vue et que les autres ont attaqué mais ont vu qu'au bout d'un moment il s'est essoufflé, ben on va céder. C'est le deuxième risque. Le fait de céder, c'est une volonté pour des collaborateurs de s'acheter la paix sociale, de dire bon bah on n'a pas trop le choix, on va le faire. Mais c'est quoi le risque de ça? Ben, c'est tout à l'heure vous parliez d'innovation, c'est qu'on s'empêche clairement l'innovation. Ouais. Dans un groupe de 10 personnes, si le chef dit on va faire comme ça et que personne ne peut exprimer un point de vue qui est différent, eh ben on n'a qu'une seule idée. Alors que dans un collectif où le chef dit bon je pense qu'on pourrait faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? On va encadrer à travers ça le conflit. Hein. Le conflit, c'est un désaccord qui peut être exprimé ou qui n'est pas forcément exprimé. Mais en tout cas, c'est des différences d'idées. C'est pas forcément armé ou agressif le conflit. À partir du moment où je suis en capacité d'encadrer ce conflit, d'avoir une saine disputation, je vais pouvoir me permettre d'innover. Et j'ai 10 personnes, je vais avoir 10 personnes qui vont avoir un regard différent. Donc ça, c'est vraiment important parce que si le collectif cède, s'il manque de courage managérial, tant que le leader a bon, on prendra les bonnes décisions. Mais à partir du moment où il n'aura pas vu quelque chose qui lui aura échappé, eh ben, on va droit dans le mur. Surtout si toute la stratégie de l'entreprise repose sur un seul homme. Et le troisième risque, c'est qu'après avoir attaqué et cédé, vous allez avoir des gens qui vont être lassés et qui vont vouloir fuir. Et comment est-ce qu'on fuit dans un collectif? Eh ben, c'est assez simple. Ça peut être de la paresse sociale au départ, du désengagement, une productivité moins importante. Et puis après, ça peut être clairement de fuir au sens physique du terme, c'est-à-dire avec de l'absentéisme, des risques psychosociaux ou des risques de burn-out au sein d'un collectif. Donc imposer son point de vue en tant que chef, c'est pas la meilleure idée en termes de performance. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent travailler avec une certaine forme d'autonomie, qui puissent être responsabilisés aussi. Enfin, il faut trouver le juste milieu entre j'impose tout et puis je laisse aussi un degré de liberté qui peut être trop important de l'autre côté. C'est clair. Je pense que maintenant c'est une donnée quand même. Alors malheureusement tout le monde ne la pratique pas, mais je pense que c'est une donnée dont les dirigeants sont quand même conscients. Par contre, je voulais revenir sur un point. C'est vous disiez voilà ce que je pense et vous en pensez quoi? Mais il faut qu'il y ait du courage managérial. Mais souvent les collaborateurs finissent par pas répondre parce qu'en fait à chaque fois qu'ils ont répondu, on n'a pas tenu compte de ce qu'ils proposaient. Donc il y a ça aussi comme risque. Je veux dire, à partir du moment où vous ouvrez le champ, comment vous intégrez ce qui vous est proposé, qui n'est peut-être pas pertinent, hein, mais comment vous intégrez pour que les gens aient envie de reproposer la prochaine fois et pour qu'ils fassent preuve de ce courage managérial, parce que ça c'est un vrai sujet. Bah, ouais, c'est ça assez simple à comprendre intellectuellement généralement, mais c'est plus difficile à mettre en place. Et je pense que ça passe par le troisième levier après aimer agir. Oui. C'est apprendre. C'est d'être accompagné par des gens dont c'est le métier de négociation, de saine disputation, pour en fait pour permettre d'avoir des processus qui vont permettre au collectif de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir cette saine disputation, cette saine confrontation, pour comprendre les dynamiques qui sont liées derrière la coopération, parce que la coopération c'est un mot qui est plutôt à la mode, c'est plutôt joli, mais dans les faits c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, parce qu'on est sur des individualités qui peuvent être assez différentes. Donc comment est-ce qu'on génère de la performance au sein d'un collectif? C'est pas toujours évident. Oui, je pense que c'est d'être accompagné, mais c'est aussi de comprendre que d'une certaine manière, plus on va être nombreux à être sollicités, et plus vous allez avoir des gens qui ne vont pas vouloir s'exposer.
et qui vont, on a une dilution de la responsabilité. C'est un peu comme le système des élections pour le président de la République en France. Vous avez des gens qui vont dire, ben moi je veux pas voter, mais c'est pas très grave. Je suis une personne sur 20 millions ou 30 millions de votants, c'est pas ça qui fera la différence. Mais si tout le monde fait ça, on est sur un phénomène qui prend une importance qui est beaucoup plus importante. Et dans notre passé de manager, si on a méprisé des idées parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, on a aussi créé les conditions pour que les autres ne s'expriment pas d'une certaine manière. Quand on est sur une phase de créativité ou de brainstorming, on n'a pas de jugement de valeur. Tout à l'heure, vous parliez d'écoute active. C'est une phase qui est extrêmement importante pour nous dans la négociation. Mais cette écoute, c'est la même chose que de dire, si vous m'invitez chez vous, Delphine, et que j'arrive dans votre salon, et que je vous dis, Delphine, bon, assez sympa le salon, mais personnellement, le canapé, je l'aurais pas mis là. C'est dommage. Je suis pas sûr que vous me réinvitiez. Et ben c'est la même chose. Si je m'invite dans le cerveau de l'autre et que je commence à juger sa perception de la réalité, parce qu'on parle bien d'une perception qui est pas forcément la réalité, ça va être compliqué pour lui de continuer à me dire ce qu'il a dans sa tête. Et ce qu'il faut comprendre, alors qui plus est dans un gros collectif, c'est pas parce que vous avez une idée qui est rare qu'elle n'a pas de sens. Et c'est pas parce que 99% des personnes pensent que ça va se passer comme ça que ça va vraiment se passer comme ça. Il y a des vrais biais d'induction. S'il y a 1 an et demi, on vous avait expliqué que tous les Français porteraient des masques dans le métro, même si vous aviez une personne sur 1000 qui vous avait dit ça, je suis persuadé que vous l'auriez traité de fou. C'était une idée qui aurait été extrêmement atypique et rare sur un panel de 1000 personnes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une réalité pour 99% des Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus un événement est improbable dans un collectif et plus son impact va être important. Ça, c'est de Nicolas Stalev sur notamment sa théorie du signe noir. Donc, c'est comment est-ce que je prends en compte la parole de tout le monde. Il y a des temps pour brainstormer, il y a des temps pour se concerter, il y a des temps pour informer, il y a des temps pour négocier, puis il y a des temps pour prendre la décision et pour agir. À partir du moment où on agit, tout le monde se range en ordre de bataille d'une certaine manière. On n'est plus là pour repenser la stratégie. Non, il y a eu un temps pour ça. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est différent de négocier et de concerter ou d'informer. C'est pas la même chose. Quand je concerte ou que j'informe, c'est que je prends l'avis de tout le monde, mais c'est moi qui choisis in fine. Or, quand je négocie, c'est que j'abandonne mon pouvoir de décision, je le remets au centre et je dis avec les gens, on est plusieurs, prenons la décision à plusieurs. Mais c'est pas la même chose. Ah, effectivement, il faut pas confondre ces phases. Et il faut être clair sur la phase dans laquelle on est aussi. Exactement. Il y a des temps pour tout. Il y a vraiment des temps pour tout. Et je pense que ce qui est important, c'est peut-être profiter aussi de ces temps faibles en ce moment, qui sont des périodes de confinement ou même des périodes où on repense l'activité différemment pour préparer demain. Une fois que ça arrive, c'est généralement un peu tard. Donc, comment est-ce qu'on responsabilise son collectif sur ce qui va se passer demain, sur les différentes étapes qui vont avoir lieu, et comment est-ce qu'on prépare ce futur qui va être commun. Alors justement, pour le préparer, il faut aussi y croire. Donc comment est-ce que le dirigeant il peut agir là-dessus ? Comment est-ce qu'il peut redonner quelque part cette confiance dans le fait que il y a des choses qui vont être possibles, que ça peut repartir, parce que on est dans une crise qui s'éternise, donc ça devient compliqué. Oui, mais enfin comme toutes les crises, c'est qu'on n'en voit jamais le bout. Et au bout d'un moment, on a un espace, on a un bol d'oxygène qui arrive, et généralement, ce qu'on a toujours vu, c'est que derrière les grosses crises ou les grosses guerres, on a des périodes d'euphorie, et professionnelle et intellectuelle. Je pense, par exemple, à la Première Guerre mondiale, à toute la période du New Deal, en Europe, aux États-Unis, qui est relativement favorable, même si dans les années 30, c'était plus compliqué. On a les 30 glorieuses, en France. Là, ce qui est compliqué, c'est, comme toute crise, c'est qu'on sait pas à quel moment ça va finir, mais il faut être enthousiaste, il faut avoir de l'espoir sur le fait que ça va évoluer. Je pense que l'espoir, c'est vraiment une des qualités les plus importantes qu'on puisse avoir. C'est l'espoir qu'à un moment donné, ça se passe mieux. On va espérer le meilleur, mais on va se préparer au pire. Et une des bonnes manières de l'appréhender, c'est par le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre, c'est permettre à son cerveau d'avoir une parenthèse d'oxygénation, de créativité, où on va s'ouvrir un champ des possibles, on va dépasser ses croyances qui sont limitantes, et on va se permettre d'avancer.
Donc c'est vraiment des périodes qui pour le cerveau sont extrêmement intéressantes. On va sécréter de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine. C'est déjà 3 hormones sur 4 qui sont liées au bonheur. Et juste en s'asseyant autour d'une table avec d'autres personnes en disant et si on apprenait de nouvelles façons de communiquer, de travailler, une expertise, quelle que soit l'expertise, mais qui vont nous préparer à agir demain, qui vont nous donner les moyens à agir. D'accord. Et donc de pouvoir relever les défis qui vont se présenter à nous. Exactement. Merci Julien. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast. Comment ? En allant chercher le podcast dans votre bibliothèque si vous êtes abonné ou dans le moteur de recherche. Et vous pouvez le noter. À très bientôt !